Chers et chers élèves, dear students, bienvenue à l'École nationale de création industrielle. Alors, je détaille à dessein l'acronyme de l'école, École nationale supérieure de création industrielle, car jamais autant création et industrie n'ont été d'actualité. Et dans cette actualité, alors en toute modestie, mais on parle plutôt de mondialement, planétaire, interplanétaire, ce lien entre la création et l'industrie ont été célébrés lors des Jeux olympiques et paralympiques. Et nous avons souhaité mettre en avant ceci pour notre rentrée. Alors c'est une année joyeuse, qui plus est, de cette ambiance palpable créée malgré tout par les épreuves olympiques, le dépassement de soi. C'est l'année donc, je dirais presque l'année d'une consécration. La consécration de réalisations rendues visibles et accessibles de ce dialogue fructueux entre création et industrie, essence même du design dont Mathieu Lehanner, ancien, diplômé il y a 25 ans, nous partagera quelques petits secrets à travers sa sensibilité de designer tout à l'heure. Et merci beaucoup d'être là. Avant de nous plonger ensemble dans l'océan des idées et réalisations du design, ses promesses et des fois ses limites, nous sommes honorés et honorés d'introduire le directeur général de la création industrielle, Monsieur Miles, qui nous fait l'honneur de venir vous accueillir cette année, chère promo 2024-2025. En effet, depuis plus de 42 ans, notre école affiche cette singularité d'une double tutelle. Alors, les primo-entrants, j'espère que vous savez lesquels. Ah bah oui, je vous fais travailler un petit peu quand même. Tutelle du ministère. Est-ce que vous connaissez nos tutelles de rattachement ? Ouh là 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 là. Non, non, t'as pas le droit, toi. Alors, quelqu'un se lance ? Oui, je vois une main. Allez, go. Le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie. Bravo, un point pour Margot. Bravo. Donc oui, effectivement, cette double tutelle qui est totalement représentative de notre philosophie de fonctionnement. Vous avez noté que nous ne sommes pas rattachés directement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais de la Culture et de l'Industrie, même si nous avons des forts liens avec aussi la recherche et le ministère. Et tout ceci, c'est autant d'atouts pour votre formation. Donc, cher monsieur le directeur général, cher Christophe, je vous en prie, je vous donne la parole. Merci Frédéric. Je dois d'abord me permettre de rectifier légèrement. Je ne suis pas directeur de la création industrielle, mais de la création artistique en fait. Voilà. Mais je comprends. Donc, cher Frédéric Pin, cher Mathieu Lehanner, chers étudiants et étudiantes de l'ANSSI, je suis très heureux d'assister à cette rentrée solennelle et je félicite particulièrement ceux qui débutent leur scolarité dans cette école. Une école que je connais depuis 1994, puisque quand je suis arrivé au ministère de la Culture, j'ai fait la tutelle de l'école de l'ANSSI, à l'époque où Everent était directeur de cette école. Je vous remercie, cher Frédéric, de m'avoir invité à partager ce moment avec vos étudiants. Et surtout, je salue la présence de Mathieu Lehanner, diplômé de l'école en 2001. Je me joins d'ailleurs au concert de remerciements et de louanges que vous avez reçu pour l'accomplissement de ce geste créatif exceptionnel qui nous a émerveillés le soir du 26 juillet. Cette flamme, cette vasque olympique ont éclairé de leur lumière ces Jeux olympiques qui venaient de s'achever par une cérémonie qui était d'ailleurs un nouvel hommage aussi à la création artistique française. Cette lumière si particulière fait aujourd'hui partie de notre patrimoine et restera à jamais l'une des images les plus fortes de ces Jeux et de notre ville par le monde. Je ne me prononcerai pas sur la nécessité ou pas de conserver cet objet. Je sais qu'il n'a pas été conçu pour ça à l'origine et que ça posera beaucoup de difficultés. Ça n'est pas encore arrivé jusqu'à moi, mais je pense que peut-être ça va bientôt arriver. Alors, cher Mathieu, des mobiliers aux objets connectés, des installations publiques à vos collaborations avec de grandes marques et entreprises internationales, vous cherchez à favoriser la plus grande interaction entre l'homme, la nature et la technologie pour contribuer à l'amélioration de notre qualité de vie. Je pense aussi particulièrement à cette
à ce designer humaniste que vous êtes, et par exemple au travail que vous avez mené pas très loin d'ici à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital des Diaconesses. L'ANSSI peut être donc fière de vous compter parmi ses anciens élèves, tout comme Guillaume Foissac, Yann Morales et Samuel Lacroix, qui, au sein de l'entreprise EDL Pulse Design, ont travaillé à vos côtés lors de ces jeux pour élaborer la lumière de la vasque et de la flamme sans recourir à l'utilisation de combustible. Une prouesse technologique qui illustre d'ailleurs toute l'importance de la recherche dans le design. Ce mois de septembre est aussi traditionnellement celui de la célébration du design partout en France, lors de la France Design Week et de la Paris Design Week, dont le programme accueille d'ailleurs une exposition de l'ANSSI, Itinéraire bis, dont je salue ici les contributeurs, puisque ce sont des étudiants de l'ANSSI et des ateliers qui ont repensé les nouvelles mobilités en croisant enjeux environnementaux, territoriaux, sociaux et industriels. Je vous invite donc à sillonner dès à présent les rues, les cours, les jardins, à la découverte des galeries, des ateliers, des showrooms, et vous constaterez, comme le disait Charlotte Perriand, que si le design c'est la vie, l'important ce n'est pas l'objet, c'est celui qui le fait. Cette dimension humaniste, sociétale et citoyenne de votre future profession va irriguer ici toutes vos études. Parce que, à l'issue de vos études, vous exercerez un métier qui est essentiel pour notre société et son devenir. Un métier fondamental et unique, car devenir designer, c'est devenir un pionnier, un visionnaire quelque part. Devenir designer, c'est répondre à l'exigence et à la pression d'une réinvention constante. C'est développer un sens extrême de l'observation, s'imprégner de mille et une facettes de notre société pour imaginer de nouveaux objets, de nouveaux usages. C'est aussi s'inscrire dans une démarche créative, parfois libérée des contraintes fonctionnelles, parfois presque utopiques. Alors, vous disposerez ici d'un outil incroyable. Vous allez avoir une école qui va être, je pense, votre deuxième maison, puisque vous pourrez presque y vivre le jour et la nuit, compte tenu de ces horaires d'ouverture assez élargis quand même. Vous y bénéficierez d'une pédagogie individualisée et innovante. Bref, c'est vous qui avez les cartes en main et c'est à vous de jouer. J'espère ensuite que vous pourrez, par la suite, bénéficier des divers dispositifs de commande du ministère de la Culture, peut-être entrer dans nos collections grâce aux objets que vous créerez. Peut-être un jour, créerez-vous à nouveau les icônes de demain. Vos parcours nous tiennent à cœur et je sais pouvoir compter sur vous et sur votre implication, sur votre travail, pour devenir ces futurs talents qui font de notre pays, depuis toujours, une terre fertile pour le design mondial. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, chère équipe, tous réunis là-bas, ensemble, nous accueillons cette nouvelle promotion. Pour vous, élèves designers, comme pour nous, la rentrée, c'est un grand moment. D'abord parce que chaque rentrée est unique, celle-ci encore plus, mais parce que vous êtes tous et toutes uniques. C'est un bel exploit, pour continuer à filer la métaphore sportive populaire du moment. C'est déjà un bel exploit d'arriver à l'ANSSI, de passer le concours de l'ANSSI. Mais ce n'est que le début d'une grande aventure. Nous avons hâte de vous accompagner dans vos exploits de dépassement de soi, d'émancipation vers la construction du ou de la designer que vous voulez être. Vous serez peut-être créateur d'objets, sous contrat d'audition, créateur d'objets de production de masse, créateur textile, créateur en imprimé, mode, accessoires, objets textiles, aménageur d'espace, espace intérieur, espace urbain, architecture intérieure, espaces commerciaux, scénographe. Vous pourrez être aussi designer de service dans le public, dans le politique, assistant en maîtrise d'ouvrage ou d'usage, concepteur de systèmes de production en éco-conception, biomimétisme, UX designer, user interface designer, graphiste, graphisme éditorial, web, identité de marque, mais aussi designer de matériaux, couleurs, sonores, culinaires, mais aussi dans la stratégie, design management des organisations, de marque, brand, direction artistique. Vous pourrez être aussi dans la recherche, on en a parlé,
Recherche scientifique dans le champ du design ou recherche scientifique aussi dans d'autres champs que le design. Vous pourrez faire aussi de l'enseignement théorique et pratique sur le design des suites projets. D'ailleurs, des suites projets, you are very welcome. De la coordination pédagogique, mais aussi des métiers de la création connexes. Photographe, écrivain, écrivaine, art plastique, art du spectacle, art visuel. Nous avons des profils d'anciens qui ont évolué dans énormément de métiers. On en a compté à peu près 130. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce domaine des possibles incroyable qui vous attend. Alors, ce qui frappe dans l'actualité de la rentrée est ce contraste entre la ferveur des JO et celle des manifestations pour faire entendre sa voix. Quelle est cette altérité qui nous rassemble, qui nous représente? Cette altérité, le caractère de ce qui est autre et reconnu comme tel, cette altérité est au centre des préoccupations contemporaines. Car c'est dans l'œil de l'autre que je me reconnais, à la fois semblable et différent. On parle d'altérité quand une chose est différente d'une autre et que c'est accepté. Selon Jean-Louis Lacou, auteur du dictionnaire encyclopédique de la médiation, l'altérité n'est ni l'empathie ni le respect. C'est le constat que l'autre est différent et aussi, involontairement, lui-même, que l'on est soi-même. Il me semble qu'il y a là un très beau sujet d'étude pour vous. Toutes et tous, designers en devenir, ayant trop souvent été assignés à l'empathie. Vous, élèves designers, vous questionnerez ces relations entre individus, vous questionnerez ces relations à l'autre, celui ou celle qui est différent, celui ou celle qui vous ressemble, qui nous ressemble, dans vos créations. La claque des Jeux paralympiques nous offre un magnifique terrain d'exploration de notre vision de l'altérité et son acception. C'est un imposant contexte de travail, de réflexion pour vous et de matière première pour vos futures productions. Vous connaissez toutes et tous, presque maintenant, ma définition du design. En effet, pour moi, et après toutes ces études que j'ai faites sur absolument toutes les définitions du design qu'on peut trouver dans le monde entier, le design, c'est la discipline de la conception du sens. Le sens, c'est une aptitude à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Et c'est aussi une aptitude à orienter, montrer la direction. Sensibilité et pragmatisme sont réunis dans ce même mot. Le ou la designer est catalyseur, révélateur ou révélatrice, accélérateur ou accélératrice, il ou elle cherche l'accord parfait dans ses productions pour faire sens, activer cette fibre de la dimension sensible. Et c'est une démonstration magistrale de cette dimension auquel nous venons d'assister en juillet et en août par les créations d'un grand designer. Les Jeux olympiques et paralympiques se terminant à peine depuis hier soir, et nous sommes encore très touchés de ta présence aujourd'hui. C'est la coïncidence des agendas, Monsieur Lanners, cher Mathieu. Vous nous avez fait vivre intensément cette dimension du faire sens cet été 2024, mais aussi à travers toutes vos réalisations. Quelle merveilleuse démonstration aussi que cette symétrie de l'attention entre création et industrie. D'ailleurs, nous avons retrouvé des dossiers compromettants de cet attachement absolu. Nous sommes remontés dans les archives ici, déjà dès votre projet de diplôme objet thérapeutique, précurseur du design en santé et projet exposé au MoMA quasi dans la foulée. Vous n'avez pas changé, hein, enfin tu n'as pas changé, pas du tout. Avant de se passer le bâton de parole, pour cette conversation avec les élèves entrants et entrantes, et nous parler de la genèse de tes créations, cher Mathieu, je conclurai, chers élèves. C'est une rentrée pas commune, différente, avec nos invités spéciaux et notre invité spécial Mathieu Le Hanner. Une rentrée comme l'ENSI les aime, engagée, exigeante, dans le partage et l'altruisme, et surtout gorgée de passion, voire même d'émotion et d'amour, pour reprendre le terme que tu as dit tout à l'heure, Mathieu. Surtout, c'est une rentrée qui viendra alimenter celle que vous allez faire grandir, cette passion, la cultiver, car maintenant, c'est maintenant que ça démarre. Cher Mathieu, je te prie de prendre la parole. Oh là 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 là. Oh là là.
Les dernières semaines ont été assez intenses, mais non, lorsque vous m'avez proposé de venir participer à, je ne sais pas comment vous l'appelez, cette conférence inaugurale ou ce pot d'amitié ou je ne sais pas, j'ai été très honoré et très ému. Et je suis un peu ému de vous parler. J'ai fait quelques conférences dans ma vie, mais là, ça me fait un truc parce que j'étais là, comme vous, là, en 94. Mon Dieu, ça fait quoi, 30 ans 30 ans. J'étais là, j'étais super intimidé, je ne comprenais rien à ce qu'on me disait sur la création industrielle, les connexions avec l'industrie, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je suis arrivé là un peu par hasard d'ailleurs, hein, on peut se le dire, sans très bien savoir ce que c'était qu'un designer. Je discutais tout à l'heure avec Antoine Dureau de ma lettre de candidature et de motivation qu'on va brûler tout à l'heure, Antoine, parce que j'en ai un peu honte de ce que tu m'en as rappelé. Mais donc non, je suis très ému. Et la première chose que je voulais vous dire, parce que moi je suis peut-être passé un tout petit peu à côté, c'est de prendre peut-être 12 secondes, 30 secondes, 5 minutes pour savourer la chance que vous avez. Qui est une chose, parce que les choses arrivent dans la vie, on les prend, et puis et on a du mal, en tout cas moi j'ai du mal à faire ces petits moments de pause en disant mais quelle chance quoi, quelle chance. Pendant les JO là, j'essaie de me le dire l'emploi du temps est un peu chargé, mais quand j'étais en toilette, avant d'aller dormir, quand je mangeais, etc., d'essayer de prendre 30 secondes pour me dire quelle chance. Quel que soit le succès, on s'en fout du succès, mais quelle chance de vivre ça. Et moi, je me souviens, quand j'étais à votre place, je ne me suis pas posé la question de la chance, mais franchement, posez-vous la question de la chance et du plaisir, parce que là, vous arrivez dans une école, c'est évidemment un peu intimidant. J'imagine que vous ne vous connaissez pas tous entre vous, mais vous allez vivre des trucs incroyables. Vous êtes, à mon avis, dans un des meilleurs endroits du monde. Vous êtes entouré de gens éminemment intelligents, éminemment bienveillants. Vous êtes, vous, entre étudiants, si vous êtes là, pas les derniers des mauvais. Donc, savourez ça. Et du coup, alors que je me suis posé la question, après cette invitation, un peu intimidante, de qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter, je ne voulais pas vous parler de la vasque olympique, général, casquette, ni ressortir des vieilles images. Et donc, j'ai pris un peu de temps, entre deux envols, pour... Putain, je tremble tellement je suis ému, c'est fou les jetons, quoi. De prendre le temps d'essayer de mettre sur le papier, si ça peut vous servir, et puis sinon, tant pis, vous aurez perdu une demi-heure, mais tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris depuis septembre 1994, je rentre là, comme vous, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il n'y en a pas tant de choses que ça. En tout cas, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Quoi. Donc, je vais vous faire partager ça. Vous en ferez bien ce que vous voulez. Mais pour moi, ça m'a structuré et ça me structure chaque nouvelle journée. Première chose que j'apprends, là, je pense qu'on est en 94-95. Et je croise un monsieur qui était là, un professeur, qui s'appelle Thierry Defer, que certains d'entre vous connaissent. Personne n'a jamais compris ce qu'il faisait là. Il était enseignant, mais je pense que mais un homme sage, un homme brillant, un homme inspirant, etc. Et puis, je suis à mon bureau, il vient me voir, il me dit sur quoi tu travailles. Et donc, je cherche vite des dessins pour lui montrer ce à quoi je suis en train de réfléchir. Et il me dit, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et il me dit, Mathieu, un bon projet doit pouvoir être expliqué par téléphone. Donc je mets un peu de temps avant de comprendre ce qu'il veut me dire. Et en fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que qu'importe la forme qu'on donne aux choses, qu'importe le dessin, l'esthétique, tout ça va arriver après comme un moyen. Mais le fond de l'histoire, c'est que vous devez être capable de raconter ça au téléphone. Je crois qu'il me dit à ce moment-là, tu dois pouvoir raconter ce projet-là à ta mère par téléphone. Ça veut dire que tout doit pouvoir être exprimé à travers une intention. Et ensuite, toute la mise en œuvre, toute l'orchestration qui va être là, quelle forme on va donner, en quelle matière, etc., va être finalement une conséquence de cette chose-là. Donc merci Thierry. J'ai mis un peu de temps à intégrer ce conseil, mais il est très important. Et puis quelques
quelques années plus tard, là, je reçois beaucoup de compliments et je vous en remercie, mais ma scolarité n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Et j'entends plusieurs fois des directeurs d'unité ou responsables quelconques qui me disent « Profite bien, le Hanner, prends bien du plaisir parce que la vraie vie, ça va être différent. » Et en me disant, profite bien de ta vie d'étudiant. Alors à ce moment-là, ce n'est pas dit avec une totale bienveillance, hein, c'est dit, voilà, il serait temps de se mettre un peu au travail, parce que la vraie vie, ce qui est possiblement la vraie vie, va être différente. Et je ne suis pas tout à fait convaincu, mais je n'ai pas les arguments à ce moment-là, de dire, est-ce que la vraie vie, donc ça voudrait dire la vie professionnelle, mais pour moi, la vie que je vis ici était la vraie vie, est-ce que ma vie professionnelle sera différente? Je peux vous le dire maintenant, ça fait quelques années que je travaille, non. Ça n'est pas différent. Si vous décidez que ça n'est pas différent, ça n'est pas différent. Le temps qu'on prend pour réfléchir, les errances, les doutes, les échecs, les interactions, des projets qui durent une semaine et d'autres qui durent 10 ans, en fait, c'est exactement pareil. Donc, savourez effectivement chaque journée parce que potentiellement, l'ensemble de votre vie va être à peu près comme ça. Moi, ce que je trouve, perso, je trouve ça bien. Pour perso, c'est une bonne nouvelle. Oui, d'autant que moi, quand je vous disais que ma scolarité n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est que je suis resté 7 ans. Il ne fallait pas le dire. C'est con, je l'ai dit. 7 ans. Et non, mais parce qu'en fait, parce que je me rendais compte au fur et à mesure de la chance que j'avais d'être là, et puis que j'étais pas très fort, donc il fallait plus de temps. Mais ça a été 7 ans d'un bonheur absolu, et où honnêtement, j'ai appris autant avec mes amis, autres designers, étudiants designers, que par l'encadrement, que par les extérieurs, et que ce soit 8 h du matin, 8 h on dormait d'ailleurs, ou plutôt 8 h du soir, c'était d'une richesse incroyable. Troisième chose que j'ai appris, alors ça c'est un peu plus tard, c'est que je crois que la seule chose importante, ce sont les affects. Et les affects, on parlait des soins palliatifs tout à l'heure, vous l'évoquiez, c'est la peur de mourir, c'est le désir, c'est l'amour, c'est l'émotion, c'est la connaissance, c'est la reconnaissance. C'est toutes ces choses-là. Et moi, je n'ai cessé, en fait, j'avais commencé un peu ici, mais ça balbutiait, mais d'essayer de considérer l'émotion comme une fonction. Et si on prend l'exemple de la vasque, la fonction réelle de la vasque olympique, c'est pas dingue. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un support de flamme. Bon, ok. Mais si on considère effectivement que l'émotion est une fonction à part entière, alors là, effectivement, ça devient quelque chose. Parce que ça veut dire que on considère que les frissons que vous ressentez sont aussi importants que l'ergonomie de la chaise sur laquelle vous asseyez. Que les larmes que vous versez sont aussi importantes que la qualité de votre sommeil parce que vous avez un lit en Bultex à double ressort inversé. Et donc, je crois que c'est très important. En tout cas, moi, je l'ai cessé d'essayer de mettre cette dimension-là affective, introspective presque, comme une véritable fonction. Vous évoquiez effectivement tout à l'heure, et ça je peux en dire un mot, ce projet sur le service de soins palliatifs. Je ne voulais pas vous montrer des projets, mais je peux vous dire 2-3 mots de celui-là. Ça, c'est un directeur d'hôpital à Paris, grand hôpital parisien, qui vient me voir et qui me dit, voilà, je voudrais que vous réfléchissiez à, en gros, le dernier objet que des personnes verront de leur vivant. Parce qu'en fait, j'ai dans mon hôpital un grand service de soins palliatifs qui est un des plus pointus en termes d'équipe, d'optimisation technique et technologique, mais il nous manque quelque chose. Et ce qu'il dit, sans vraiment le verbaliser, c'est probablement qu'il nous manque une dimension affective, émotionnelle, relationnelle dans ce moment, évidemment. On parlait d'affect, qui est évidemment très particulière pour celui qui est en fin de vie et puis pour ceux qui viennent le visiter. Et je lui propose d'installer dans chacune des chambres une sorte de hublot qui va diffuser le ciel du lendemain.
Et donc finalement, je propose que le patient voit toujours de quoi demain va être fait. Et donc finalement, même s'il n'est plus là pour voir à quoi demain, comment demain sera, il a toujours ce petit coup d'avance sur la mort elle-même. Et avec cette idée aussi de se dire finalement, c'est une sorte de hublot qui va vous diffuser le ciel, donc il ne se passe pas grand-chose, il y a des nuages qui passent, c'est gris, c'est bleu, et laisser la possibilité au patient de pouvoir décider sous quel ciel il veut partir. Est-ce qu'il reste connecté sous le ciel de Paris, parce que c'est là qu'il a vécu et c'est plus simple, ou est-ce qu'il veut se connecter sous le ciel de Tokyo, Caracas, Singapour, parce que c'est là que vivent sa fille, son fils, ses cousins, etc. Et donc trouver des façons de connecter ça. Et donc ça, c'est une chose, je crois, qu'il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut à peu près pour s'asseoir, on a à peu près tout ce qu'il faut pour avoir une table pour déjeuner, on a tout ce qu'il faut pour s'éclairer. En revanche, on est encore, espèce humaine en général, assez peu ou mal fourni en éléments de fédération, de relations, d'émotions. La vasque, j'en suis le premier surpris, c'est-à-dire que d'un seul coup, les gens ne regardent pas l'objet, mais les gens se fédèrent, se donnent rendez-vous, s'émeuvent, en parlent, le communiquent, etc. Et donc, c'est vraiment cette chose-là qu'il faut arriver à construire. Autre chose, c'est que du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on s'adresse au cerveau avant de s'adresser aux yeux. Et ça rejoint un petit peu ce que dit Thierry Defer en 94-95, quand il me dit « explique ton projet verbalement », en gros, au lieu de le dessiner. C'est « dis-moi quelle flèche invisible tu veux envoyer dans mon cerveau. Dis-moi ce que tu veux produire chez moi, plutôt que de me montrer ce que tu veux produire matériellement. » Et il y a aussi une chose qui m'intéresse dans cette idée-là, c'est que perso, je suis assez convaincu, en tout cas ma demi-vie jusqu'à aujourd'hui, m'a convaincu qu'en gros, on n'a pas bougé d'un poil depuis la caverne. C'est-à-dire que je pense que quand on parlait tout à l'heure des affects, tout ce qui fait que j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de me chauffer, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de transcendance, c'est pour ça que je vais dessiner des choses sur les murs, j'ai besoin de croire, tous ces éléments-là n'ont pas changé d'un poil. Et donc effectivement, on s'est équipé, on s'est fourni de tout un tas d'artefacts, d'objets, de confort, de choses comme ça, mais ce qui est notre moi profond, je crois, n'a pas bougé d'un poil. Et donc ça veut dire que je pense que le designer, s'il doit avoir un tant soit peu d'expertise, c'est d'arriver à lire ça, à être attentif à ça, à comprendre ça. Et pour ça, il faut que vous passiez, si j'ai un conseil à vous donner, il faut que vous passiez votre temps à observer ce qui se produit continuellement, ce qui se produit à une réunion, ce qui se produit entre deux personnes côte à côte, ce qui se produit entre vous, en famille. Qu'est-ce qu'il est en train de se produire relationnellement, émotionnellement, entre ces gens-là? Parce que tout ça, c'est, à mon avis, une énorme matière de production, de création, d'intuition, pour arriver à toucher, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cet être humain que nous sommes, passablement complexe, mais assez incohérent, assez instable, mais qui est évidemment une de nos matières premières. Alors, le parallèle de ça, pour ça que je l'ai mis juste après d'ailleurs, c'est que moi, comme on le rappelait, parce que je suis quand même vieux, je commence à savoir quand même pas mal comment les choses se fabriquent. Mais je continue à passer mon temps, et je me surprends à le faire encore partout, à toucher. Je vais au restaurant, je touche le dessous de la table, je regarde comment c'est assemblé. Je passe mon temps, je suis en voiture, je regarde comment je double la voiture et comment, à mon avis, le clignotant a été intégré à la carrosserie. Il faut que vous passiez votre temps continuellement à analyser, à décrypter, à vous dire, mais ça, je ne comprends pas comment c'est fait. Je discutais tout à l'heure en arrivant avec Bruno Teinturier. Il est encore là, Bruno Teinturier? Il est là-bas, il se cache, il est timide, je l'adore. Bruno Teinturier, profitez-en. Ah ouais. Non, je reboucle avec ce que je disais en préambule, avec la chance. Vous avez des gens là, à côté de vous, qui sont des puits de science dans différents domaines, chacun avec son expertise. Profitez-en. Moi, j'ai profité de Bruno Teinturier mes 2 dernières années
Je l'ai emmerdé tout le temps, parce que j'avais plein de questions à lui poser. Mais c'est une chose, et je pense qu'il ne contredira pas, où on doit passer notre temps à tout comprendre, comment les choses sont faites, parce que ça, vous ne pourrez pas communiquer avec des ingénieurs, des techniciens, des gens dans des disciplines très différentes, que ce soit dans un service de soins palliatifs, que ce soit dans un service de recherche et développement, que ce soit dans une multinationale de technologie, etc. C'est à nous de faire le travail, d'apprendre, d'ingurgiter, de stratifier la culture de toutes ces choses-là. Et ça n'a aucun sens d'avancer sur un projet, d'avancer sur un dessin, pour le dire très, très vite fait, sans savoir comment on va le faire. La façon dont sont faites les choses sont le premier langage de la chose elle-même. Savoir, un procédé de fabrication va raconter, que vous le vouliez ou non, beaucoup plus que la forme que vous allez donner à une chose. La matière que vous utilisez va raconter beaucoup plus de choses que la forme que vous donnerez, parce que les procédés, les matières existaient bien avant vous, et que l'histoire de ces techniques-là existe bien avant vous. Donc elles vont parler avant vous, elles vont parler avant votre dessin. Et donc vous devez les comprendre, parce qu'elles sont des codes, elles sont des moyens bien sûr, mais elles sont aussi des codes esthétiques, culturels, industriels, budgétaires parfois, évidemment en ligne de compte. Mais donc vous devez passer votre temps à analyser, ingurgiter continuellement. Ça, alors ça, mais ça, je vais vous faire chier avec ça. Je parle comme un prof, mais je ne suis pas prof, hein, je ne serai pas prof. Qu'est-ce que... Putain, je suis presbyte en plus maintenant. Mais Bruno Teinturier, tu es d'accord avec ce que... Alors Bruno Teinturier, du coup. Bruno Teinturier, je ne l'ai pas vu depuis 22 ans. Je suis là depuis 5 minutes, on discute, salut, ça va. Et en fait, savoir si je vais bien, il s'en fout pas mal. Ce qui l'intéresse, c'est savoir comment vous avez fabriqué cette torche. Voilà. Et c'est son obsession. Alors oui, ça je vois à peu près, ça j'ai compris, ça vous êtes passé par là, ça vous avez assemblé ça m'intéresse, je ne sais pas. Et donc, même lui, puits de science, tous les procédés du monde depuis qu'on est sorti de la caverne, même lui continue à avoir cette sorte d'obsession d'intégrer l'ensemble de ses savoirs. Et ça, franchement, il faut que vous le fassiez, parce que si vous ne le faites pas en vous disant « ouais, mais ça c'est un truc de technicien, c'est un truc d'ingénieur, c'est un truc d'opérateur, c'est un truc d'industriel de l'industrie », là vous êtes mort, parce que vous allez arriver à un rendez-vous et on va vous prendre pour des guignols. Pas vrai, Bruno? Il est comme ça, Bruno. C'est un chauffeur de salle. Du coup, oui, alors du coup, c'est un petit rebond là, juste après. Du coup, cultivez vos obsessions. Du coup, soyez obsessionnels. Lâchez pas l'affaire. Il y a une idée, une intuition, c'est une petite chose, c'est une petite graine, c'est super fragile. Et donc, au moindre argument ou vent défavorable, donc il faut s'y accrocher. On ne sait pas encore toujours au tout début pourquoi on pense qu'il faut le faire. On n'a pas les arguments, on n'a même pas les mots, on n'a pas l'aisance verbale, on n'est pas à l'aise, tout ce que vous voulez. Mais il faut se concentrer sur ses intuitions et ses obsessions et essayer de ne pas les lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas ce qui nous est dit, mais ça veut dire qu'il faut arriver à pousser les choses. Vous rappeliez, Madame la directrice, que mon projet de diplôme, c'est sur les médicaments. Et qui en plus, après, effectivement, rentre dans les collections du MoMA. Waouh, je suis content. Et très fier, évidemment. Mais l'histoire, la vraie histoire, c'est que je suis étudiant et à ce moment-là, je teste des médicaments pour gagner un peu d'argent. Et je découvre le monde du médicament. Et je découvre toute la dimension qu'on a évoquée, émotionnelle. Je découvre à quel point un contexte hospitalier, je découvre à quel point une blouse versus pas de blouse a une influence sur moi, positive, négative. Et je me dis, mais en fait, une fois que ce médicament va sortir sur le marché, tout ce qui se produit là autour de moi, l'attention qui m'est donnée va disparaître. Je vais être tout seul en train de prendre mon café et prendre mon traitement. Et donc, je me dis, il faut que le médicament à l'état pur, je le sors de sa plaquette, quelle que soit la mise en forme qu'on va lui donner, soit capable de m'impliquer dans mon traitement, soit capable de jouer avec ma psychologie, jouer avec mes croyances, jouer avec mes envies, jouer avec mes comportements.
Et là où je veux en venir, et c'est pour ça que je parlais d'obsession, c'est que je me dis, mais il y a un truc à faire avec ça. Il y a forcément un truc à faire avec ça. On peut sûrement améliorer. Si Nike peut me faire croire que je vais plus vite avec des chaussures, on a sûrement des moyens, je ne sais pas encore à ce moment-là comment, mais pour qu'un médicament m'aide à me sentir impliqué, m'aide à sentir que la chose est puissante, m'aide potentiellement à sentir qu'elle est dangereuse, m'aide à sentir qu'il ne faut pas que j'arrête mon traitement. Donc je me dis, il y a des choses à faire. Et à ce moment-là, je dois avoir, c'est la règle, la direction pédagogique de l'école. Et je leur dis, voilà, je voudrais dessiner des médicaments pour mon diplôme. Le honneur, vous commencez à nous faire chier. Et vous voulez faire quoi? Du packaging? Non. Je pense que le médicament lui-même, aujourd'hui, c'est des comprimés, c'est des gélules, c'est des sirops, mais c'est comme de la farine à la fin. Donc si en nourriture, en gastronomie, on voit bien qu'on peut donner des formes multiples. Et on voit bien que ces formes, entre une frite et une chips, la matière première est la même, ma sensation, mon expérience, elle est différente. Et une patate au four, j'en parle même pas. Donc ça veut dire qu'à un moment, la même base peut véhiculer des comportements, des façons de prendre, de manger, d'interagir, seul, avec plusieurs, etc., totalement différentes. Et ils me disent, ouais, mais c'est pas un sujet de design, ça, le Hanner, c'est pas possible. J'ai dit, c'est un objet. Oui, non, oui, c'est un objet. C'est produit industriellement, parce que là, on est loin des productions de chaises. On parle de millions, voire de milliards de choses produites. Ça interagit avec nous, donc ça l'est. Et donc, si je n'avais pas cultivé mon obsession, même si à ce moment-là, à la direction, j'ai pas beaucoup d'arguments, je ne sais même pas si on va y arriver. Mais si je ne m'accroche pas très fort, si je ne mets pas cette petite graine un peu fragile dans une petite serre, en me disant, moi je vais prendre soin de toi, petite idée, ils ne peuvent pas comprendre, mais je ne sais pas encore comment on va faire, mais tu vas pousser, on n'y serait pas arrivé. Et donc, c'est là où, non pas il faut se battre contre la direction, un peu, mais pas toujours, mais oui, s'accrocher à ses intuitions et à ses obsessions, pas de façon aveugle, mais de façon motivée et endurante. On arrive à la fin, je vous rassure. Alors un conseil, une chose que j'ai appris, ouais, c'est plus qu'un conseil, mais une chose que j'ai appris, c'est que j'ai mis un peu de temps à l'apprendre, mais c'est qu'il faut mieux qu'un projet n'existe pas, plutôt qu'il soit mauvais. Il faut à un moment accepter que la chose ne doit pas se faire, parce que vous allez voir dans vos vies, mais ça c'est vrai étudiant, hein, par rapport au délai, par rapport à tous les impératifs, et comme dans la vie, parce que je vous ai dit que c'est un long continuum, mais c'est qu'à un moment, et c'est le pendant de l'obsession, c'est arriver à se dire, mais en fait, il faut mieux que ça n'existe pas. Il faut mieux pas que je le pousse, parce que là où il est en train d'aller, je ne l'aimerais pas. En fait, je l'ai appris d'un curé de campagne qui m'avait invité pour repenser le cœur de son église. Le cœur de l'église, c'est vraiment l'endroit un peu stratégique de l'église, c'est là où le prêtre officie, etc. Et donc, c'est une très belle église du XIe siècle, qui est classée à l'UNESCO, etc. Et il vient me voir, il me dit, voilà, je pense que le cœur n'est pas à la hauteur de l'église, et il me dit, je veux que... les portes sont toujours ouvertes dans une église. Je veux que n'importe qui rentre, le croyant bien sûr, mais celui-là il est convaincu, mais le touriste de passage, celui qui s'est perdu, qui arrive là, une autre confession, peu importe. Je veux qu'il sente que devant le cœur, c'est un endroit chargé, c'est un endroit spirituel. Les croyants vont le connecter à Dieu, les autres à autre chose, peu importe. Mais il me dit, je veux qu'on sente du spirituel là-dedans. Et donc, il a un budget qui est proche de zéro. Pas loin, hein. Il a un petit bas de laine de curé de campagne. Et donc, il me dit, voilà, il dit deux choses. Première chose, il dit, bon, je voudrais lancer un concours, je suis obligé de lancer un petit concours, mais je n'ai pas d'argent pour rémunérer, donc vous n'allez rien dessiner, vous allez me raconter. Voilà, et là je retrouve Thierry Defer qui me disait le projet de pouvoir s'expliquer par téléphone. Je me dis pas de problème, je vais vous le raconter et je vais pas vous le dessiner. Et donc ça confirme déjà ce que j'avais commencé à apprendre précédemment, mais surtout il me dit voilà, nous on a le budget pour faire ce qu'on appelle un ambon. L'ambon c'est le pupitre, un peu comme ça dans une église dans lequel on pose le livre et on fait ses lectures, et puis l'autel. Et sauf que je lui dis, mais le problème c'est que si moi je dessine l'ambon et l'autel, et même si j'y mets toute mon énergie, ce que vous me décrivez comme envie, c'est-à-dire arriver devant
le cœur d'une église et se dire « je vis une sorte d'expérience spirituelle, pas forcément religieuse encore une fois, mais sacrée, d'une chose un peu particulière, un endroit un peu particulier », on n'y arrivera pas avec ça. Donc, je leur dessine, je lui propose un projet beaucoup plus ambitieux, qui coûte évidemment beaucoup plus cher, et je lui dis « bon, je vais être clair, Jacques », parce que j'ai du mal à l'appeler mon père. Je vais être clair, Jacques. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et il me dit, je pense que vous avez raison. Mais je lui dis, mais alors vous n'avez pas du tout les moyens. Mais je lui dis, je préfère vous faire cette chose-là auquel je crois et à laquelle vous croyez, plutôt que de faire un projet pour votre budget. Parce que pour votre budget, ok, on va le faire, je vais faire un embon, un hôtel, on va essayer de le faire pas trop mal, mais ça ne produira rien des affects que j'évoquais. Il ne va rien se produire dans la tête d'un visiteur, et même quasiment d'un croyant qui va arriver là, il ne va rien se produire. Et donc je me concentre sur, qu'importe le budget, voilà ce qu'on pense qu'il faut faire. Et en fait, donc je me suis dit, tant pis, on ne le fera pas, mais je suis à l'aise avec moi-même. Et il disparaît, enfin pas de son église, mais il disparaît de ma vue, de mon quotidien, et il réapparaît 2 ans plus tard avec un sac d'or, en me disant, ça y est, c'est bon, on peut le faire. Et finalement, alors je ne sais pas si je l'ai mis dans la liste, mais c'est une chose importante d'ailleurs que j'ai appris, c'est que paradoxalement, plus un projet est ambitieux, plus on trouve des moyens de le rendre réaliste, plus on arrive à le rendre finançable, plus on arrive à intéresser des gens. Paradoxalement, il ne faut pas être souvent trop raisonnable, parce que la raison n'intéresse personne, l'émotion, j'y reviens. Et donc, le fait qu'on ait poussé totalement l'ambition du projet, qu'on l'ait décuplé, qu'on l'ait étendu, fait que, grâce à lui, son obsession, j'y reviens, tout se boucle, c'est incroyable, fait qu'effectivement, on a pu le rendre vivant. Et puis enfin, et après je vous laisse tranquille, mais ça va reboucler beaucoup de choses dont on s'est parlé. C'est que nos champs d'investigation, nos champs d'application sont illimités. Illimités. C'est-à-dire qu'on peut intervenir, mais absolument où on veut. Et on a la légitimité d'intervenir où on veut. Alors, ça veut dire qu'effectivement, il faut préalablement avoir travaillé, il faut avoir appris le langage des gens à qui on va s'adresser, il faut avoir intégré ses connaissances, des choses, des gens, etc. Mais ça, vous allez le faire en quelques années, vous êtes là pour ça. Et puis dans le reste de votre vie ensuite. Mais le plus étonnant, c'est que l'ensemble du monde, j'ai pas mal bougé, rencontré des gens, fait des projets différents, c'est que l'ensemble du monde a tout à fait compris ça. Pour le curé de campagne, bien sûr que j'appelle un designer. Il ne passe pas ses journées à lire Design Magazine, il s'en fout. Mais il a compris que la réponse allait venir d'un designer. Il sait bien qu'il pourrait aller voir un artiste, il sait bien qu'il pourrait aller voir un spécialiste mobilier liturgique. Il ne va pas les voir. Il sait que là, on cherche une chose qui est plus nébuleuse, qui est entre du matériel et puis de l'humain. Quand le chef de l'hôpital, le directeur de l'hôpital, des diaconesses vient me voir, il n'est pas intéressé spécifiquement par le design, il a tout à fait compris. Il a tout à fait compris que si on veut accompagner des gens en fin de vie et amener autre chose qu'une résolution, je dirais, fonctionnelle dont ils ont besoin, mais dont ils disposent déjà, c'est le designer qui va le faire. C'est le designer qui va le faire. Et ça, c'est vrai pour les JO. On peut l'appliquer à tout le monde. Donc, il y a ce paradoxe dont il faut que vous et moi, on prenne à bras-le-corps, c'est qu'encore une fois, le monde entier a tout à fait compris ce qu'on pouvait apporter et tout à fait en attente. Les portes sont grandes ouvertes, il y a une vraie appétence, une vraie compréhension. Les seuls qui restent à convaincre, c'est nous. Voilà, c'est paradoxal. C'est nous qui, par tradition, par conservatisme, peut-être aussi par envie de se comparer à nos prédécesseurs qui sont intervenus sur des domaines bien spécifiques, parce que ça répondait à des contextes spécifiques, qui étaient ceux des générations précédentes. Mais aujourd'hui, vous allez grandir, apprendre dans un monde qui est grand ouvert, qui est très bienveillant sur tout ce que vous allez pouvoir lui apporter. Donc franchement, nom de Dieu, profitez-en.